parti pour le tout premier update lecture de l'année 2017. Avant de commencer à vous présenter mes lectures, un petit disclaimer concernant des remarques que je reçois assez régulièrement sur mes vidéos update lecture. On me dit assez régulièrement que mes vidéos update sont trop longues et qu'il faudrait que je les raccourcisse. Je suis désolée de vous décevoir, mais je pense que mes vidéos update feront toujours à peu près 20 minutes, tout simplement parce que je condense déjà énormément mon avis dans mes updates et j'y propose l'essentiel de mon avis. Je ne me sentirais donc pas forcément à l'aise de publier un update qui ne serait à mon sens pas complet et j'aurais pas envie de vous proposer un avis qui ne rassemble pas toute mon opinion. Je me dis aussi que 4 à 5 minutes par livre c'est pas aberrant et vraiment je ne vous force pas du tout à regarder toutes les présentations de livres que je fais. Si jamais certains vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à aller les voir et à zapper le reste. Vraiment vous êtes totalement libre de ce que vous faites dans mes vidéos. Voilà, ça c'est fait, on va passer à la présentation des livres que j'ai lus ce mois-ci. Et le premier bouquin que j'ai lu en janvier c'était La fille automate de Paolo Bacigalupi. Il s'agit d'un roman de science-fiction adulte en un tome qui contient cependant un livre de nouvelles qui a été publié ensuite et qui se situe après l'histoire de La fille automate. La fille automate, c'est principalement un roman d'anticipation qui aborde les questions de l'appauvrissement énergétique et de l'écologie. Ce sont des questionnements qui m'ont beaucoup plu et qui, je trouve, sont extrêmement actuels. Et l'élément commun qui rassemble ces deux sujets, c'est l'égoïsme humain. Et oui, j'ai trouvé que c'était pour moi l'un des points fondamentaux de ce récit parce qu'il est souvent la cause de gros dégâts sur les hommes, sur l'environnement et sur les comportements des hommes. Tout simplement parce que dans ce roman-là, on va suivre les points de vue de différentes personnes qui évoluent dans une même ville, Bangkok, au même instant. On va notamment suivre le point de vue d'une fille automate qui a été conçue complètement par l'homme mais qui possède un libre arbitre assez important, un chef d'entreprise qui possède une société énergétique qui produit donc des énergies et qui les vend aux populations, l'un de ses employés qui lui n'a pas du tout le même passé, pas forcément le même confort et qui a fui un pays dans lequel il était opprimé, voire même carrément menacé de mort, ou encore le point de vue de membres du gouvernement qui eux tâchent d'éliminer d'éventuelles maladies qui pourraient se propager dans cette ville. Tout simplement parce que dans ce livre-là, on a un petit peu affaire à un huis clos, on se situe toujours dans Bangkok, on n'en sort pas vraiment, et elle demeure malgré tout l'un des personnages principaux parce qu'elle est celle qu'on doit absolument préserver. Comme je vous le disais, l'écologie est un thème important de ce livre-là, tout simplement parce qu'on arrive dans un monde assez dévasté, assez pauvre, où les énergies se revendent et sont très rares. Il faut complètement lutter pour se chauffer, pour manger et pour vivre, tout simplement. Et on apprend très vite que si l'écologie s'est complètement cassé la gueule, c'est à cause des comportements humains totalement déraisonnables et qui ont précipité la Terre vers un environnement complètement macabre. Ici, le point qui relie toutes les critiques qui sont faites dans ce livre, c'est l'égoïsme humain. Il est la cause de beaucoup de dévastation, il est la cause de beaucoup de comportements absolument nocifs. On y trouve donc une critique sévère du capitalisme puisque le capitalisme c'est avant tout s'enrichir et donc être un petit peu égoïste quand même. Tout simplement parce que dans cet univers, les semences qui sont produites pour permettre de développer de la nourriture sont brevetées et sont à usage unique. Si vous plantez donc ces semences, vous pourrez donc les utiliser une seule fois, il faudra en racheter ensuite pour continuer à produire des énergies. Ça peut vous paraître complètement farfelu, mais dans un monde où l'énergie est la principale richesse, c'est ce que ça peut donner. Vous vous doutez bien que ce brevetage de semences ne va pas forcément causer que du bien, il est la source d'énormément de jeux politiques, de conflits intersociétés, et fait forcément gronder une certaine colère chez les habitants de la Terre entière, qui en dépendent complètement pour survivre. Personne n'est complètement autonome et tout le monde dépend des sociétés, c'est absolument triste, et c'est ce qu'a essayé de mettre en avant cet auteur. On découvre donc à travers chaque personnage une forme de quête identitaire et comment il a pu être responsable ou non du développement de ce nouveau monde. Et c'est un questionnement assez intéressant de la part de l'auteur, j'ai beaucoup aimé le faire en tout cas. Les personnages ont donc tous pas mal de relief et apportent vachement de sens à l'histoire. Ils permettent avant tout de renforcer et de mettre en avant les questionnements qui sont développés par l'auteur dans ce roman-là. Et même si j'ai beaucoup apprécié les questions qui peuvent se poser dans ce livre-là, il y a quand même des points qui m'ont dérangé, notamment l'introduction, le lancement de ce roman-là. Tout simplement parce qu'on a l'impression que l'auteur jette son lecteur dans l'histoire sans préambule et lui demande de se débrouiller tout seul. Alors c'est un petit peu cohérent avec le côté survivaliste de ce monde-là, mais franchement en tant que lecteur c'est pas très confortable et j'ai trouvé que c'était assez difficile de se faire à ce nouveau monde qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les bases et auquel on va devoir se faire au fur et à mesure. Le contexte n'est pas forcément le plus simple à appréhender, tout simplement parce qu'il y a des mots qui sont inventés, des situations qui sont tout à fait nouvelles qu'on ne connaît pas. C'est un univers de science-fiction pur et dur et franchement si on n'a pas l'habitude d'en lire, je trouve que c'est pas évident. C'est le genre de bouquin qu'il ne faut finalement pas lâcher au début de sa lecture parce que je pense qu'il peut être complètement difficile à reprendre si on s'arrête pendant un moment. Le fonctionnement de ce monde est pas forcément le plus naturel pour nous et c'est ce qui peut bloquer une lecture. J'ai eu cette sensation pendant le premier tiers du livre et je tiens à vous mettre en garde parce que c'est tout à fait une sensation qui peut vous déranger et vous pousser à abandonner. C'est un livre que je conseillerais largement aux amateurs de science-fiction qui peut complètement leur plaire, il y a vraiment pas mal de questionnements intéressants comme je vous l'ai dit. Un univers assez riche et complexe mais c'est vraiment pas le livre que je recommanderais à des novices de la science-fiction
il risque franchement de vous perdre et de pas forcément vous faire aimer ce genre-là, donc je vous recommande de passer par des livres un petit peu plus abordables avant de découvrir celui-ci éventuellement. Je ne l'ai pas sous la patte, mais j'ai ensuite lu IRL d'Agnès Marot. Il s'agit d'un livre de science-fiction jeune adulte en un seul tome, c'est donc parfait si vous ne voulez pas vous bouffer une saga entière. Pour ce qui est du résumé, je ne vais pas forcément vous en dire trop, tout simplement parce que quand je me suis lancée dans cette lecture, je n'avais pas cherché à en connaître trop sur la 4e de couverture et j'y suis allée un petit peu les yeux fermés. Tout ce que je savais, c'est qu'on allait suivre le point de vue d'une jeune fille qui allait découvrir que le quotidien qu'elle était en train de vivre était pas forcément celui qu'elle avait imaginé et que depuis longtemps, on l'avait un petit peu manipulé. Je n'en dirai pas plus, mais si vous voulez en connaître beaucoup plus sur le résumé, n'hésitez pas à aller fouiller sur internet. Et le point que j'ai principalement apprécié dans ce récit-là, c'est le rythme qui est imposé au lecteur. Tout simplement parce qu'on a un jeu assez malin entre le passé-présent qui met tout à fait en avant le point de vue et le parti pris de l'histoire, que je ne peux pas vraiment vous développer ici parce que je ne veux pas vous spoiler. Sauf si vous avez lu la 4e de couverture, et là vous vous doutez bien de quoi je suis en train de vous parler. Je trouve que cette alternance de passé-présent est très maligne parce qu'elle met tout à fait en avant ce point de vue-là, et on a l'impression d'avoir une partie de l'histoire qui est subie par le personnage principal et l'autre qui est analysée par ce même personnage principal qui remet en question tout ce qu'elle a pu vivre, faire ou entendre et qui met toutes ces choses-là en perspective par rapport au parti pris qui a été mis en avant par l'auteur dans ce récit-là. J'ai trouvé ça très intelligent et très malin et ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment bien entraîné dans ma lecture. Le thème principal de ce livre-là est aussi celui qui m'a beaucoup attiré et qui au final m'a beaucoup plu. Tout simplement parce qu'on s'interroge sur le concept même de l'humanité. Qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui constitue un désir humain? Qu'est-ce que l'homme finalement? Là ça paraît très philosophique, ça l'est pas autant dans ce roman-là, mais il s'agit de questions qui sont quand même largement abordées par l'auteur. J'ai aussi beaucoup aimé retrouver ce concept d'égoïsme et de complexe de Dieu qui est largement développé dans ce livre et qui m'a beaucoup plu. Quelle est la légitimité de contrôler quelqu'un? En quoi pouvons-nous décider des actions de l'autre? Et quel est notre rôle sur cette petite terre? On aborde aussi la question de la liberté et du libre arbitre et en quoi ces deux notions-là sont fondamentales pour l'être humain. C'est un sujet très original qui, sous couvert de technologies assez récentes et de jeux qui peuvent parler aux générations actuelles, aborde des questionnements qui sont à mon sens très intéressants et qui mériteraient d'être plus développés dans la littérature d'aujourd'hui, voire même dans l'actualité parfois. Et même si j'ai dans l'ensemble pas mal apprécié ma lecture, il y a quelques points que j'ai moins aimés, notamment la narration qui n'était pas forcément ma préférée. Je pense qu'elle est tout simplement liée au personnage principal pour lequel j'ai pas forcément énormément eu d'attachement. J'ai bien aimé la suivre dans ses aventures, malgré tout j'étais pas spécialement fan d'elle, et bon c'est pas le personnage que je trouverais le plus mémorable, donc je pense que le fait qu'elle soit le narrateur principal de cette histoire, c'est principalement un récit à la première personne, ça fait que forcément j'ai pas énormément apprécié la narration parce que c'est via les yeux de ce personnage que je portais pas forcément dans mon cœur, mais qui m'a pas du tout freiné au niveau de ma lecture non plus, attention, ça ne m'a pas empêché d'apprécier non plus. C'est une lecture assez rapide et marquante qui pourra plaire à pas mal d'entre vous, je pense qu'adultes comme jeunes adultes peuvent l'apprécier, et ce que j'ai beaucoup apprécié à la fin de ce récit-là, ce sont les notes qu'a ajoutées l'auteur à la fin du récit, où elle explique toutes les références qui sont faites dans son roman à d'autres œuvres télévisuelles ou littéraires, voire même de jeux vidéo, qu'elle a faites, qu'elle développe je trouve très bien, et elle peut vraiment vous donner envie de vous intéresser à tous les sujets qu'elle a pu aborder. J'ai trouvé ça génial et je trouve ça vraiment très bien pour poursuivre notre exploration de ce thème-là et de ces questionnements aussi. La seule question que je me suis posée à la fin de ce récit-là, c'est est-ce que je suis un être absolument cruel en ayant voulu jouer aux Sims après? Dites-moi que je suis pas seule à avoir eu envie de faire ça. J'ai ensuite lu La fille de Braise et de Ronces de Rae Carson. Il s'agit du premier tome d'une trilogie jeune adulte de fantasy. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre le parcours d'Elisa, qui est une princesse d'un royaume et qui va voir quelques jours après sa naissance apparaître une pierre au creux de son nombril. Cette pierre la désigne comme l'élu d'un destin apparemment phénoménal. On nous apprend assez rapidement que les personnes qui naissent avec ces pierres sont assez rares puisqu'elles n'apparaissent que tous les 400 ans. Bref, le destin d'Elisa commence avec son mariage forcé à un roi d'un autre royaume et ce mariage promet certaines alliances politiques probablement liées à des dangers qui risquent d'arriver. Voilà pour le début de l'histoire et ça s'arrêtera pas là du tout puisque c'est le roman qui m'a promis énormément de surprises. Tout simplement parce que dans la littérature jeune adulte anglophone, j'ai souvent l'habitude de savoir quels vont être les schémas, quel va être le déroulé de l'histoire. C'est très rare que je me laisse totalement surprendre et ici, de bout en bout, je n'ai jamais su où l'auteur allait nous mener. Il y a rebondissement sur rebondissement, on voit énormément de situations, on voit énormément de personnages, on voit énormément de paysages. De bout en bout, je n'ai jamais su quelle allait être la prochaine situation, quelle allait être la prochaine étape. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça, ça m'a vraiment entraîné dans ma lecture parce que l'auteur me menait complètement par le bout du nez. Et même si c'était pas forcément des situations que je trouvais fabuleuses, à chaque fois je voulais savoir ce qu'on allait avoir ensuite. Et malgré ces rebondissements en pagaille, c'est vraiment
vraiment le genre de lecture que vous pouvez poser et reprendre sans aucun souci. Je trouve que tout est plutôt bien amené et vraiment c'est très facile d'intégrer ce qui a pu se passer. Je me rappelle vraiment assez bien de tout le déroulé de l'histoire alors que ça fait vraiment quelques semaines que je l'ai lu. Du coup, le rythme de l'histoire est plutôt très bien géré puisque vous ne vous ennuyez jamais allant de rebondissement en rebondissement. Ce qui aide aussi, c'est la plume de l'auteur que j'ai trouvé très fluide et vraiment très facile à lire. C'est le genre de lecture assez rapide qui normalement ne devrait pas vous rester sur les bras bien longtemps. L'autre point que j'ai vraiment aimé, c'est l'héroïne. Alors je l'ai pas forcément adorée, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le point de vue de l'auteur, le parti pris de l'auteur, de la rendre assez différente des héroïnes jeunes adultes qu'on a l'habitude de côtoyer dans la littérature anglophone. Tout simplement parce que ce personnage n'est pas le personnage fadasse au début qui se révèle extrêmement badass, qui va lever des armées, mener des révolutions, séduire tous les hommes qu'elle va rencontrer sur son passage. Non, on a un personnage qui connaît parfaitement ses qualités et ses défauts, des défauts qui peuvent d'ailleurs largement vous irriter. C'est pas forcément le personnage le plus agréable non plus, c'est pas le personnage le plus flamboyant du monde, mais j'ai trouvé génial que l'auteur les assume complètement et nous pond un personnage qui est franchement plus authentique que pas mal d'autres que j'ai pu lire. Parce que ses qualités et ses défauts, elle les conserve du début à la fin, elle change pas drastiquement du début du récit à la fin de celui-ci, elle reste elle-même et c'est vraiment génial parce que c'est pas toujours qu'on lit ça. L'autre point plutôt chouette, c'est le physique de ce personnage parce qu'il tranche réellement avec ce qu'on a l'habitude de lire. Tout simplement parce que ce personnage, il a des rondeurs et elles font partie de lui et elle les assume. Elle a pas trop le choix du coup parce qu'elle est hyper gourmande et que c'est presque compulsif, elle ne peut pas s'empêcher de manger. Du coup, forcément ça a des conséquences et ici elles sont complètement réelles. Pas que ce soit un défaut d'être ronde, bien sûr. Pour moi, toute forme de physique est beau, chacun sa perception du monde. Mais c'est un point de vue qui n'est pas souvent mis en avant dans la littérature. Souvent un personnage dit rond n'est pas le personnage principal, c'est un petit peu le personnage secondaire et souvent il est assez caricatural. Ici, je l'ai trouvé assez authentique et j'ai apprécié de trouver un personnage vraiment différent. Par contre, le gros reproche que j'irais faire à la couverture, c'est ce personnage qui n'est absolument pas rond. J'ai fait un sondage auprès de mes collègues de bureau pour savoir s'ils trouvaient ce personnage mince, normal ou rond. Ils l'ont plutôt trouvé normal et carrément pas ronde et j'approuve totalement. Je trouve du coup extrêmement dommage de mettre en avant un personnage rond dans le récit et de ne pas le reproduire sur la couverture. De quoi est-ce qu'on a peur ? Et comme je vous le disais, la nourriture est un élément important pour ce personnage et on la retrouve très régulièrement dans le texte. On a souvent des descriptions de repas, de grignotage que va faire le personnage principal et j'ai trouvé qu'on en trouvait un petit peu trop. Ça me dérange pas qu'on en ait, c'est assez rare finalement qu'on voit des personnages manger dans les livres, souvent on a l'impression qu'ils font pas pipi, qu'ils mangent pas et qu'ils ne sont que dans l'action, c'est vraiment souvent le cas. Ici on avait presque trop de nourriture, ça m'aurait pas dérangé qu'on en supprime un petit peu tout en gardant le reste. Parce que j'ai vraiment retenu presque autant la bouffe que l'action. Donc c'est un peu dommage quand même. Le seul bémol que j'ai par rapport à l'histoire, c'est que les événements se passent presque parfois trop vite. On a des transitions qui sont très rapides et je pense que ça manque parfois de profondeur ou d'explication. On a l'impression de survoler un petit peu certains événements et de pas forcément comprendre la psychologie des personnages ensuite. Leurs choix ne sont pas toujours très expliqués et ça peut mettre un petit peu en danger la cohérence de l'histoire et la rendre un petit peu trop superficielle parce qu'elle n'est pas suffisamment creusée du coup. Malgré tout, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, donc voilà, c'est un petit bémol pour moi, mais ça se lit plutôt très bien. C'est un roman que vous pouvez lire tout seul, tout simplement parce que ce premier tome a un début et une fin bien arrêtés. Malgré tout, je pense qu'il pose les bases pour la suite et nous laisse quand même planer un petit suspense, une petite pression pour la suite de l'histoire. Mais voilà, si jamais ça vous plaît comme tel, vous pouvez vous arrêter là et reprendre l'histoire beaucoup plus tard. Je pense que ça posera pas du tout de soucis. J'ai passé un bon moment de lecture, mais je pense pas que ce sera ma lecture la plus mémorable de tous les temps. C'était sympa, mais sans plus. Arrive ensuite mon premier coup de cœur de l'année 2017. Je pensais pas qu'il arriverait si tôt, mais il est là. Et c'est A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. Il s'agit du premier tome d'une trilogie fantasy adulte. Et c'est un univers immersif que j'ai totalement adoré. Je suis tombée sous le charme de ce bouquin au bout des premières pages. Les premiers chapitres m'avaient totalement envoûtée, j'avais envie d'en connaître plus, toujours plus. Et je sais que je vais dévorer la trilogie en entier sous peu. Pour ce qui est de l'histoire, on suit un personnage principal qui s'appelle Kel et qui a le don de voyager entre différents Londres. Tout simplement parce que dans ce livre-là, plusieurs Londres se superposent dans un même espace-temps et évoluent chacun à leur façon. Tous ces Londres sont distingués par des couleurs et vous avez par exemple le Londres gris, qui est le Londres du XVIIIe siècle, gouverné par George III, que l'on connaît, qui est globalement le même historiquement, et qui ne possède que très peu de magie, en tout cas si elle existe, elle est totalement cachée et confidentielle. Vous avez également un Londres rouge, où là, la magie prospère, elle est prédominante, tout le monde la connaît et à peu près tout le monde la maîtrise. C'est quelque chose de commun et je crois que c'est aussi mon Londres préféré. Parallèlement à ce Londres rouge, vous avez un Londres blanc, où là, la magie est recherchée par chacun des habitants.
Elle existe, mais elle a été longtemps dominée par les hommes, et cette magie, pour ne pas être dominée et ne pas être contrôlée, se cache et est totalement et constamment recherchée par ses habitants. Il est donc très dangereux de se balader dans ce Londres blanc si l'on est très puissant, car les habitants de ce monde risqueraient de s'en prendre à vous pour, je ne sais pas, vous dévorer et absorber votre magie. Et oui. Il existe aussi un Londres noir qui lui est absolument confidentiel. On sait qu'il s'y est passé des choses terribles et plus personne ne peut y entrer. Voilà pour ce qui est du résumé et personnellement je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour avancer dans cette histoire-là. Première chose qui m'a fait succomber, c'est la plume de V.E. Schwab. Je trouve qu'elle rend tout vivant, qu'elle rend tout vibrant. Au bout de quelques pages, on est totalement sous le charme du talent de conteuse de V.E. Schwab. Vraiment, elle m'a fait succomber très tôt. Je trouve que les mots sont parfaitement choisis pour mettre en place cet univers, pour le décrire, pour nous faire ressentir ce qui s'y passe. Et l'organisation du roman est aussi très chouette, tout simplement parce qu'elle est organisée par partie, par thématique presque, et que dans ces thématiques sont organisés quelques chapitres. L'auteur a donc séquencé son histoire et ça la rend vraiment cohérente, et ça permet très bien de l'ancrer dans l'esprit de son lecteur. Par exemple, cette toute première partie qui compte 3 chapitres. On passe ensuite à la suivante, et ainsi de suite. Je trouve ça vraiment génial si jamais vous n'avez pas le temps de vous consacrer totalement à ce récit-là. Il est compartimenté par thème et c'est très facile de vous rappeler des thématiques abordées dans le récit. C'est génial pour le poser, le reprendre et ne jamais perdre le fil de l'histoire. L'autre élément que j'aime d'amour, c'est l'univers mis en place par l'auteur. Je le trouve aussi original que riche et merveilleusement bien organisé. Je n'avais jamais rien lu de tel jusqu'alors et je n'ai eu aucun mal à m'y faire très vite. Après les premiers chapitres, V.E. Schwab aura su parfaitement vous faire comprendre l'organisation, en tout cas les fondamentaux de ce monde-là, et au fur et à mesure de l'histoire, elle vous ajoute des informations, des éléments qui font qu'elle va étendre l'univers, et vous allez à chaque page vouloir en connaître toujours plus. J'avais soif d'en connaître plus sur ce monde, j'avais soif de connaître plus de personnages, plus de Londres et plus de rebondissements. J'ai trouvé cet univers aussi magique, qu'attirant, que mystérieux. Je voulais le connaître en vrai, j'aurais aimé parcourir les rues de ces différents Londres. D'ailleurs, le Londres rouge me fait complètement rêver. Si je pouvais, j'irais me balader dans les ruelles de ce monde-là. Il en est de même pour les personnages, je les ai beaucoup appréciés, notamment le personnage principal qui s'appelle Kel. J'ai beaucoup aimé aussi Lila, qui est un personnage féminin qui tranche aussi avec ce qu'on a pu lire. Elle est assez mutine, elle sait ce qu'elle veut. C'est aussi une voleuse, donc elle a vraiment sa personnalité, moi je l'ai beaucoup aimée en tout cas. Dans l'ensemble, tous les personnages de ce livre-là ont une vraie personnalité, je trouve qu'ils ont tous beaucoup de relief et ils ont chacun des objectifs qui les poussent à avancer dans l'histoire. Et ces objectifs, ils les tiennent, ils ne les lâchent pas et ça c'est très bien, c'est très cohérent et ça m'a vraiment entraînée dans ma lecture. Et j'ai trouvé que même les personnages négatifs, les méchants de l'histoire, oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont plu! En quelques instants seulement, V.E. Schwab a réussi à me séduire avec eux. Aussi bien physiquement que mentalement, ils étaient complètement tordus et j'ai trouvé ça parfait. J'avais envie de les retrouver assez vite et je cherchais leur présence presque. Enfin, l'ambiance. J'ai trouvé qu'on s'ennuyait jamais, on avançait systématiquement de rebondissement en rebondissement. On suivait presque religieusement chacun des faits et gestes des personnages, en tout cas moi je buvais les paroles de V.E. Schwab. J'ai été complètement embarquée et happée dans cette histoire-là. J'ai trouvé que c'était un parfait mélange entre un roman d'aventure, une forme de thriller et un univers immersif, une atmosphère fantasy qui sont très bien assemblés. La pression, on la sent venir au fur et à mesure, elle vient petit à petit, mais elle prend bien sa place, elle s'imbrique totalement dans l'histoire, prenant le pas sur tout le reste. C'était génial. Du coup, vous l'aurez compris, je me suis totalement laissée bouffer par cette histoire. J'ai vraiment pris mon pied, j'ai suivi chacun des rebondissements avec passion. Je ne voulais pas lâcher mon livre, je l'ai lu je crois en 2 jours, et c'était parfait. Autre point assez génial, c'est que ce premier tome pourrait presque se lire seul, tout simplement parce qu'il a un début et une fin bien arrêtés. Si jamais ça vous plaît comme ça, vous pouvez vous arrêter là. Moi personnellement, je vais continuer parce que j'ai soif de savoir ce qui va s'y passer, parce que je suis tombée amoureuse de cet univers-là. Mais si jamais vous n'avez pas l'occasion de lire la suite dans l'immédiat, vous pouvez totalement poser ce livre-là et lire le second tome plus tard. Autre point positif, c'est que ce livre va enfin être traduit puisque les droits pour la traduction ont été achetés en France et que je pense vous aurez l'occasion de le découvrir peut-être fin 2017 si on a de la chance, sinon 2018. C'est vraiment le genre de bouquin que je vais vous recommander si vous aimez les univers immersifs et originaux. Je lui ai trouvé aucun défaut, je me suis éclatée dedans et j'espère que vous en ferez autant. Et enfin, ma dernière lecture du mois de janvier 2017, c'était Conception de Chase Novak que j'ai lu en lecture commune avec Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Et pour elle, ça n'a pas franchement été une lecture très intéressante parce qu'elle l'a abandonné assez vite. Il s'agit d'un livre adulte d'horreur dont une suite a été publiée cette année, il y a quelques semaines je pense.
Pour ce qui est de l'histoire, on va y suivre le parcours d'un couple qui a des difficultés à concevoir un enfant. Dans leur ultime quête pour trouver une solution à cette conception impossible d'enfant, ils vont se rendre en Slovénie où ils vont être traités par un docteur assez mystérieux et tout va pas forcément se passer comme prévu puisque 10 ans plus tard, quand nous suivons les jumeaux qui sont nés de cette manipulation médicale, on se rend bien compte que le quotidien de ces enfants n'est absolument pas normal, tout comme celui de leurs parents. Je n'en dirai pas plus, le but pour vous c'est quand même de conserver le maximum de surprises, sinon je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt pour se plonger là-dedans. Le seul truc qui m'a plu c'est le concept de base, puisqu'on a quand même affaire à un roman d'horreur, hein, donc le concept c'est tout ce qui va nous plaire, puisqu'on a affaire à quand même une transformation importante du comportement des parents tout comme des enfants et des personnes qui auraient pu subir cette manipulation médicale. Les conséquences sont absolument affreuses et peuvent totalement rendre la lecture intrigante, voire même passionnante. Ça n'a pas été mon cas, mais le concept de base était plutôt cool. C'est en tout cas ce qui m'a fait poursuivre ma lecture jusqu'au bout parce que je voulais savoir jusqu'où allait nous pousser l'auteur. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas forcément été séduite par cette lecture, c'est son rythme. C'est un rythme qui est vraiment en dents de scie, on passe de moments assez passionnants dans le sens où on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, on veut connaître l'issue d'une certaine situation, et on va tout de suite après passer dans une situation vachement plus lente et avec des détails qui sont pas forcément très intéressants pour le lecteur. Par exemple, j'ai trouvé le début de ce récit très long. Parce que pendant beaucoup trop longtemps, l'auteur s'attache à nous décrire le train de vie des parents, à nous préciser quels sont leurs doutes et quelles sont leurs craintes vis-à-vis de cette conception qu'ils n'arrivent pas à faire, avant de passer à cette manipulation médicale qui va tout bouleverser. Moi je pense que ça aurait pu commencer à partir de cette manipulation médicale avec une petite mise en contexte avant, de quelques pages ou voire même de quelques lignes, qui n'aurait franchement pas du tout perturbé la suite de l'histoire. Du coup, quand vous mettez quand même 70 pages à entrer dans le cœur de l'action, c'est quand même très long. C'est vraiment le genre de rythme qui peut vous pousser à abandonner cette histoire, et je pense que c'est totalement ce qui a poussé Johanna à abandonner la sienne. Ce qui n'aide pas non plus, c'est la narration de cette histoire. Je l'ai trouvée très froide, voire clinique, ce qui pourrait totalement correspondre au concept de ce roman-là, mais j'ai pas trouvé ça très bien fait, ou en tout cas, les rebondissements qui nous sont présentés correspondent pas avec cette manière très clinique de décrire une histoire. Disons que le fond tranche presque trop avec la forme. Parfois l'auteur veut mettre en avant des situations absolument horribles, absolument gore, très glauques, et cette façon de narrer les choses très froide ne nous permet pas vraiment d'entrer dedans. Parfois ça marche, mais ici j'ai pas trouvé que ça marchait bien. Du coup on s'ennuie quand même pas mal et honnêtement on ne ressent aucun attachement pour aucun des personnages. En tout cas ça a été mon cas. J'avais presque rien à foutre de ce qui allait se passer dans cette histoire, je m'en foutais de savoir s'ils allaient galérer, s'ils allaient mourir. Je lisais les choses pour savoir jusqu'où ça allait aller, mais je n'avais aucune compassion, aucune empathie pour aucun des personnages. Du coup c'est quand même très dommage en tant que lecteur de ne pas s'intéresser à la destinée des personnages puisque ce sont quand même eux qui font l'histoire. L'autre point qui m'a vraiment beaucoup dérangée, c'est la cohérence de cette histoire. Tout simplement parce que même si dans un roman d'horreur on peut avoir des éléments de suspense, ça me dérange pas du tout, ça nous fait nous creuser la cervelle, ça nous fait nous poser des questions et nous demander quel sort affreux est réservé aux personnages. Ici, il y en avait presque trop, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a des trous dans l'histoire et qu'on nous les explique jamais. Du coup, ça rend certaines situations assez grotesques, voire même carrément caricaturales et absolument pas crédibles. Certaines des transformations qui sont imposées aux personnages ne seront jamais expliquées. Et je trouve ça très frustrant parce que du coup, on nous laisse qu'avec le grotesque et avec le glauque, et pour moi, ça constitue pas une histoire. Il nous faut au moins des bribes d'explications et pas seulement laisser le lecteur se poser les questions. Il y a trop d'ellipses, il y a trop de trous dans l'histoire, il y a trop de choses qui sont grossies, grotesques, on a presque une série B en fait d'horreur ici. Et c'est pas vraiment ce que j'attendais, je m'attendais vraiment à plus de suspense, ok à des mystères, mais à quelque chose de plus crédible, de plus cohérent. Et c'est vraiment pas ce que j'ai trouvé dans cette histoire et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement dommage. C'est vraiment pas la lecture d'horreur que j'irais vous recommander parce que je la trouve trop frustrante et que je la trouve pas forcément la mieux construite ou la plus intéressante à lire. Je sais qu'une suite est sortie, peut-être qu'elle explique d'autres éléments, mais techniquement ce livre-là peut se lire seul. Il a vraiment un début et une fin et on pourrait s'arrêter là. Je pense pas lire la suite parce que j'ai pas aimé ce livre aussi et j'ai très peur de m'ennuyer dans sa suite, donc je vais pas tenter l'expérience. Et c'est tout pour les lectures que j'ai faites en janvier 2017, il y en a d'autres que je vous présenterai dans d'autres vidéos bien sûr, je vous ai pas tout mis ici. J'espère que j'aurai su vous faire partager mon amour de certains des livres et en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés, vous les avez lus également ou s'ils vous ont intéressé. Je serais très curieuse de connaître votre avis et de peut-être vous encourager à en lire certains. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!